comment accompagner les animateurs et les animatrices pour qu'ils ou elles remplissent le mieux possible leur mission pédagogique. Alors je vais vous proposer une réflexion autour de ces questions en 3 temps. D'abord, nous allons revisiter assez rapidement, mais ça me semble indispensable pour aller plus loin, ce que pourrait être les missions pédagogiques de l'animateur ou de l'animatrice. Ensuite, nous aurons un petit temps sur qu'est-ce que c'est qu'accompagner, former et accompagner. Et puis, je me permettrai de vous donner dans un 3e temps quelques points de repère pour cet accompagnement des animateurs et des animatrices. Premièrement, d'abord, comment nous réapproprier ensemble les missions pédagogiques des animateurs et animatrices. Alors, je vais vous proposer un regard qui s'inspire à la fois évidemment des textes officiels, ils ont été cités tout à l'heure, des référentiels métiers, mais aussi des défis sociétaux auxquels nous avons affaire aujourd'hui, et puis de l'histoire, de la réflexion pédagogique sur ce métier de l'animation. Évidemment, ça aurait été l'occasion, si on avait toute la journée, d'explorer l'évolution des missions de l'animateur et de l'animatrice. Nous n'en avons pas le temps. Alors je vais me limiter à 5 points, relativement simples, mais qui pourront peut-être nous guider et vous guider dans les réflexions de cet après-midi en atelier. Première mission, qui rejoint d'ailleurs un certain nombre de thèmes qui sont apparus dans l'image de mots tout à l'heure, construire un cadre sécure pour accueillir les enfants et les adolescents. Et peut-être pour comprendre ce que c'est qu'un cadre sécure au plan éducatif, on peut refaire un peu de psychologie élémentaire. Psychologie élémentaire, un enfant qui naît, un enfant qui vient au monde, est un enfant qui découvre tout à coup que c'est pas facile de vivre dans ce monde. Alors, dans le ventre de sa mère, il était logé, nourri, blanchi, et il n'avait aucune pulsion, aucun désir qui ne soit immédiatement satisfait. La naissance, c'est la découverte que le monde n'est pas à notre service, qu'on peut avoir faim et ne pas être nourri tout de suite, avoir froid, ne pas être réchauffé, on peut avoir envie d'être pris dans les bras par ses parents, mais ses parents sont occupés, maman fait de l'informatique, papa repasse, ils ne sont pas là, ils ne sont pas disponibles. Alors il faut accepter, et ça va être compliqué pour le petit enfant quand il arrive au monde, il faut accepter une forme de frustration. Et je crois que cette question de la frustration, il faut l'entendre dans son sens le plus fort. Naître, c'est accepter de vivre dans un monde de frustration où je ne peux pas avoir immédiatement tout ce dont j'ai envie, voire même tout ce dont j'ai besoin. Mais ce que nous savons et ce que les pédopsychiatres, les psychanalystes, mais aussi simplement les psychologues ou les pédagogues savent bien, c'est que pour accepter la frustration, il faut aussi qu'il y ait toujours une promesse. C'est-à-dire que l'enfant va comprendre et accepter qu'il ne peut pas avoir satisfaction sur tout dès lors qu'il va entendre, comprendre, sentir que ses parents sont là et qu'ils lui font une promesse fondamentale, c'est de prendre soin de lui et de ne pas l'abandonner. C'est ça un cadre sécure. Un cadre sécure, c'est un cadre qui demande à la personne un certain nombre de sacrifices, il faut le dire comme ça, mais qui lui promet en revanche que ces sacrifices sont porteurs finalement de plus de satisfaction que ce à quoi la personne a renoncé. Vous entendez bien? Frustration, promesse. Un cadre sécure, c'est un cadre où on va demander à la personne un certain nombre d'obéissance à des règles qui ne sont pas nécessairement les règles auxquelles il aurait envie d'obéir spontanément, mais qui sont nécessaires parce que grâce à cela, on va entrer dans un univers où plein de choses qui n'étaient pas possibles seront dorénavant possibles. C'est la raison pour laquelle je dirais volontiers que la première mission pédagogique de l'animateur, c'est l'articulation permanente avec l'enfant et l'adolescent de la frustration et de la promesse.
La frustration, oui, tout n'est pas possible. Tu dois arriver à l'heure, on a parlé de l'exactitude tout à l'heure. Tu ne peux pas avoir satisfaction instantanément à tout ce que tu demandes parce que nous sommes un collectif. Oui, il fait beau, il fait mauvais, et tout cela nous impose un certain nombre de choses. Oui, nous sommes ensemble dans une institution qui nous dit, voilà, ça c'est effectivement possible, ça ne l'est pas. Ce sont des frustrations, et il n'est pas d'exemple d'institutions qui accueillent des enfants et des adolescents qui ne leur demandent pas d'assumer un certain nombre de frustrations. Mais le problème, c'est que ces frustrations doivent toujours être articulées à une promesse. C'est-à-dire que l'animateur, l'animatrice, c'est celui ou celle qui sait faire entendre à l'enfant que les sacrifices qu'on lui demande sont en réalité tout à fait momentanés et que derrière cela, il y a des satisfactions considérables qui vont lui permettre de découvrir un autre monde. Si je me permets d'introduire par cela, c'est parce que c'est à travers ce prisme, me semble-t-il, qu'il faut comprendre toutes les questions autour des règles, des comportements, autour des infractions. Il faut entendre que l'interdit qui est nécessaire dans tout collectif doit toujours être présenté, compris et intégré comme ce qui autorise. L'interdit, c'est ce qui autorise. Si l'animateur, l'animatrice ne sait pas en permanence jouer sur ce couple interdit, autorise, frustration, promesse, renoncement, perspective, il ne peut pas rentrer dans la construction d'un cadre sécure et il est incapable de mener à bien ses missions. C'est pas si évident que cela, tout ce que je dis là. Ça veut dire que la fixation sur les règles est utile et que prétendre se passer de règles, voire de contraintes, est probablement une illusion. Mais qu'en même temps, la fixation sur les règles à elle seule ne garantit rien. Elle ne garantit rien en matière éducative si elle n'est pas associée en permanence à la capacité à faire vivre positivement des promesses et des promesses de satisfaction collective. Première mission de l'animateur, l'animatrice. Permettre à l'enfant d'éprouver l'articulation entre sa volonté d'un côté, la résistance des choses et des êtres de l'autre. Là encore, nous sommes au cœur de ce qui permet le développement de la subjectivité de la personne. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de construire une cabane, j'ai envie de faire un pot avec de la terre ou de la pâte à modeler, j'ai envie de faire une maquette d'avion, j'ai envie de faire un cerf-volant, j'ai envie. J'ai envie, mais le monde ne m'obéit pas. Le monde me résiste. Les objets me résistent. La terre, le carton, tout ça, ça me résiste. Et quand je travaille sur un moteur, il faut que je comprenne comment ça fonctionne, que j'identifie comment les rouages sont construits et comment ils s'articulent entre eux. Et l'éducation, c'est passer de la toute-puissance, de l'illusion de la toute-puissance, à l'intégration du rapport avec la résistance des choses et des êtres. La résistance. On a évoqué tout à l'heure la question des écrans. C'est une question sociétale absolument déterminante. Et il y a énormément de travaux aujourd'hui autour de qu'est-ce qu'on peut donner à nos enfants qui soit un contrepoint efficace à la sidération des écrans. Eh bien, à peu près tous les chercheurs considèrent que c'est le travail de la main, la fabrication, la mise en jeu de quelque chose qui me résiste, qui va permettre d'être un contrepoint efficace à la sidération de l'écran. Vous savez, un écran, en particulier quand il est connecté à un réseau social, quand il est connecté à YouTube ou à un certain nombre de moteurs de recherche de ce type, inverse la relation entre le sujet et l'objet. Quand je lis, c'est moi, sujet, qui me projette sur l'objet. Je décide d'ouvrir le livre, je décide de le fermer. Je décide de ralentir ma lecture, je décide de m'arrêter à un mot, d'aller chercher sur le dictionnaire, je décide de rêver sur une phrase, c'est moi qui décide. Le sujet dicte sa loi à l'objet, dans la lecture.
Quand vous ouvrez un téléphone portable, le danger est permanent que ce soit lui qui finisse par vous happer, vous sidérer, vous capter et ne pas vous laisser vous échapper parce qu'il a tout intérêt à vous sidérer, à vous enfermer et à faire en sorte que vous ne lui échappiez jamais. Eh bien, les chercheurs aujourd'hui savent que ce qu'on appelle le dispositif attentionnel, c'est-à-dire ce qui va permettre de reconstruire l'attention profonde chez un enfant, c'est le travail de la main. C'est le travail de la main. C'est le travail de la terre, le travail du bois, le travail du carton, c'est le travail de la mécanique, c'est tous ces travaux-là qui permettent à l'enfant de rentrer dans une relation où il se projette sur l'objet et de découvrir à cette occasion-là qu'il n'est pas tout puissant parce que pour fabriquer un tabouret, pour fabriquer une cabane, pour fabriquer une maquette, il y a des règles auxquelles je ne peux pas échapper et que je suis dans une interaction permanente entre moi et le monde. Vous savez, Piaget, le grand psychologue de l'enfance et du développement, considère que les opérations mentales fondamentales de ce développement, c'est l'assimilation et l'accommodation. C'est-à-dire entrer dans un rapport au monde où je vais à la fois tenter de faire quelque chose avec le monde, comprendre pourquoi il me résiste et dans ce rapport avec la résistance des autres, découvrir que je ne peux dominer qu'en obéissant, qu'il me faut comprendre pour agir et que le monde n'est pas à mon service, que je dois engager avec lui une relation qui est une relation d'intelligence. Intelligere, créer des liens. Créer des liens. C'est important et je fais partie de ceux, pour avoir beaucoup travaillé dans l'éducation nationale, qui sont atterrés aujourd'hui de voir combien l'éducation nationale a écarté progressivement toute une série d'activités dites manuelles au nom du fait qu'il fallait donner la priorité aux activités intellectuelles. C'est une méconnaissance totale des lois du développement de l'enfant. Il n'y a pas d'activité intellectuelle en dehors d'une activité manuelle de support qui permet de projeter son attention et qui permet d'entrer dans une relation active avec le monde et avec les choses. Quand il faut supprimer une heure pour mettre en place les groupes de niveau, on supprime une heure de technologie en 6e. Catastrophe. Catastrophe, c'est la seule matière avec peut-être les SVT ou les arts plastiques où on manipulait un peu, où on rencontrait un petit peu la résistance des êtres et des choses. Et c'est la raison pour laquelle je considère que l'éducation populaire, le périscolaire, les accueils collectifs de mineurs doivent se concentrer aujourd'hui très fortement sur la remobilisation autour des activités de fabrication manuelle, qui sont des occasions extraordinaires de découverte, que ma liberté n'est pas ma toute-puissance, et que mon intelligence des êtres et des choses me permet de rentrer dans une relation équilibrée avec le monde. Donc, première mission de l'animateur, un cadre sécure, règles, promesses, interdit, autorisé. Deuxième mission de l'animateur, articuler et permettre à chaque enfant d'articuler sa volonté, son désir, avec le fait qu'il n'est pas tout puissant, et qu'il y a une résistance des choses et des êtres. Troisième mission fondamentale de l'animateur, favoriser la prise de conscience, excusez-moi, j'ai répété 2 fois le mot ici, de l'enfant ou de l'adolescent, pour qu'il articule, toujours articulation, le sursis à l'acte et la prise de risque lucide. Sursis. Là encore, c'est quelque chose que tous les travaux sur l'enfance, l'adolescence confirment aujourd'hui. Se développer, c'est mettre en pratique, mettre en œuvre ce que les neuroscientifiques appellent la fonction d'inhibition. L'inhibition, c'est-à-dire, je suspends ma réaction immédiate pour passer du réflexe à la réflexivité. Passer du réflexe à la réflexivité, c'est-à-dire passer de l'immédiateté, de la pulsion, de la représentation, à une pensée qui cherche, qui s'interroge, qui demande. Passer du réflexe à la réflexivité. Une mission fondamentale d'un animateur.
c'est-à-dire ouvrir un petit espace pour l'exercice de la pensée. La pensée, elle s'immisce là, entre le réflexe et la réflexivité. Alors, on sait, les neuroscientifiques le savent bien, mon collègue Olivier Houdet l'a montré dans tous ses ouvrages, que la réflexivité, c'est compliqué pour un enfant, parce que l'enfant est tenté spontanément d'agir selon ses pulsions primaires ou de renvoyer ses représentations immédiates. Un enfant, c'est un peu une éponge. Hein. Tout ce que lui dit la publicité, les réseaux sociaux, ses parents, le monde, il l'engrange, et puis quand on lui demande de réagir, de faire quelque chose, il nous restitue spontanément et sans réfléchir tout ce qu'il a engrangé, ou bien ce dont il a envie, ou bien le caprice qu'il a envie de satisfaire. Eh bien, le travail de l'animateur, c'est de sursoir à ça. C'est d'aider à sursoir à ça. Houdet dit, c'est d'aider le cortex frontal à inhiber la réaction du cortex pariétal. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails purement neuroscientifiques, mais les neuroscientifiques ne font ici que confirmer une vieille idée des pédagogues qu'on trouve depuis Comenius et qu'on retrouve en particulier chez un pédagogue extraordinaire que j'aime beaucoup, qui est Janusz Korczak, qui disent la spontanéité n'est pas la liberté. La spontanéité n'est pas la liberté. La spontanéité, c'est la restitution des représentations immédiates. C'est le fait de laisser aller ses pulsions primaires. La liberté se construit dans la réflexivité, c'est-à-dire dans la pensée. Et la pensée, c'est aussi un des enjeux du métier d'animateur et d'animatrice. Faire émerger de la pensée. C'est-à-dire décélérer, c'est-à-dire prendre des temps pour réfléchir, prendre des temps pour mettre en route sa petite mécanique mentale et ne pas se précipiter en permanence sur ce qui vient spontanément à l'esprit. Troisième mission de l'animateur et de l'animatrice. C'est pas inintéressant de se dire qu'à ce titre-là, l'animateur et l'animatrice ne sont pas simplement des personnes qui rendent un service dans le cadre des loisirs, ce sont des personnes dont l'activité contribue éminemment au développement intellectuel de l'enfant. Or, tout nous montre que c'est vrai. Hein. Tout nous montre que c'est vrai. Tout nous montre que parfois même, pour certains enfants, ce qui se passe dans des ACM, ce qui se passe dans du périscolaire, contribue plus à leur développement intellectuel que ce qui se passe à l'école. Parce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font, qu'ils intériorisent la résistance dont on parlait tout à l'heure et qui se posent un certain nombre de questions avant de passer à l'acte. Passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est un des problèmes majeurs de nos jeunes aujourd'hui. J'ai envie, je veux, je tape. Passage à l'acte, le passage à l'acte, c'est rentrer dans une espèce de logique de réaction immédiate qui ne laisse pas de place à la pensée. Ce sont ces enfants que mon collègue Francis Zimbert appelle des enfants bolides. Ils partent au quart de tour, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils peuvent faire, à ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire ils ne laissent pas de place à la réflexivité dans leur réaction. Troisième mission de l'animateur et de l'animatrice. Quatrième mission, mettre chaque enfant et chaque adolescent en situation de comprendre l'articulation, et vous voyez que j'emploie ce terme articulation pour chacune des 5 missions, l'articulation entre l'autorité et la responsabilité. Ça, c'est un enjeu absolument essentiel. Pourquoi? Parce que grandir, c'est découvrir qu'il n'y a d'autorité légitime que corrélée à une responsabilité au service du collectif. L'autorité, ce n'est pas le pouvoir. Hein. Le pouvoir, c'est le muscle, c'est la voix, c'est la capacité à s'imposer par son charisme ou par sa violence. L'autorité, c'est le fait d'être responsable de quelque chose et à partir de là, de pouvoir exercer une autorité sur cette chose. Je cite parfois cette anecdote qui m'avait beaucoup frappé. Il y a 2-3 ans, je visitais une école maternelle. Je vois arriver vers moi une petite fille de moyenne section qui me dit « Monsieur,
Depuis aujourd'hui, je suis super content parce que je peux gronder les grands. Alors, je dis, mais comment ça tu peux gronder les grands? Elle me dit oui. Je suis responsable du bocal à poisson rouge. Donc s'il y a des grands qui mettent des saletés dans le bocal à poisson rouge, j'ai le droit de les gronder. Elle a tout compris. Elle a compris la différence entre autorité et pouvoir. Elle a compris qu'elle n'a pas le pouvoir, mais qu'elle a l'autorité. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental dans un monde où encore le virilisme machiste est très puissant. C'est fondamental dans un monde où encore un certain nombre de jeunes pensent qu'ils vont s'imposer par la violence. C'est fondamental dans des contextes où on va rencontrer des enfants et des adolescents dont les rapports risquent d'être gangrénés par une volonté de domination des autres et non pas par la participation à des collectifs solidaires. Alors oui, une des missions, une des 5 missions fondamentales de l'animateur et de l'animatrice, c'est faire découvrir ce que c'est que l'autorité à travers la prise de responsabilité. Prise de responsabilité. Et là-dessus encore, les recherches sont très lumineuses, nous éclairent beaucoup. Les gamins, ils découvrent très peu la prise de responsabilité à l'école. Ils la découvrent où, la prise de responsabilité? Dans les clubs, dans les associations sportives, dans les ACM, dans le périscolaire, là où ils peuvent s'engager, devenir responsables de quelque chose et comprendre qu'il n'y a de légitimité de l'autorité que dans le service aux autres. Les psychologues nous disent, c'est fondamental ça. Ça se joue déjà dès 2 ou 3 ans. C'est le passage de ce qu'on appelle à 2 ou 3 ans de la compétence musculaire à la compétence linguistique. Jusqu'à l'émergence du langage, l'enfant il est dans la compétence musculaire. C'est-à-dire que son rapport au monde, il l'éprouve à travers le fait qu'il jette, qu'il casse, qu'il fait se rencontrer des objets, etc. Ce sont ces muscles qui lui permettent d'éprouver son rapport au monde. Avec le langage, on passe à la compétence linguistique, c'est-à-dire à l'utilisation du symbolique et à travers le symbolique, au fait qu'on peut penser son rapport du monde sur un autre registre que sur celui de la violence. Et au risque de vous apparaître un peu choquant, surprenant, pas très consensuel, je dirais qu'il y a un vrai problème aujourd'hui du côté de beaucoup de garçons. Beaucoup de garçons vivent encore, en raison pour beaucoup de l'environnement familial, mais pour beaucoup aussi du contexte publicitaire, médiatique, des images qu'ils reçoivent, dans l'idée que le pouvoir, c'est l'affirmation de leur virilité et de leur machisme. Et que c'est par la violence et par la force qu'on s'impose dans un collectif. C'est pas anecdotique ça, c'est extrêmement grave pour le développement du lien social et évidemment de la démocratie. Comment découvre-t-on que ce n'est pas la force, la violence, qui doivent faire autorité, mais le service, l'implication dans le collectif, la responsabilité dans ce collectif, c'est évidemment un des enjeux majeurs du métier d'animateur et d'animatrice. Et enfin, 5e et dernière mission, vous voyez que je simplifie vraiment beaucoup, mais je cherche les entrées principales. 5e et dernière mission qui me semble absolument essentielle, être attentif à ce que chaque enfant puisse tout à la fois être lui-même et s'inscrire dans un collectif. C'est une mission qui, d'une certaine manière, synthétise toutes celles que j'ai évoquées jusqu'à présent. Être soi-même, tu as le droit d'être toi-même. Mais tu ne peux pas le faire au détriment d'un collectif et en mettant le collectif à ton service. Tu dois le faire en étant au sein de ce collectif une force de proposition, une force d'animation. Mais pas du tout quelqu'un qui assujettit les autres à son pouvoir. Et tout ça, ça se travaille au quotidien. Ça se travaille dans le moindre geste, comme disait Deligny, quand on a en face de soi des enfants de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans, de 12 ans. Alors voilà les 5
mission principale que j'assigne à cette fonction d'animateur. Alors, je les récapitule devant vous parce qu'on va y revenir. Première mission, construire un cadre sécure, en articulant frustration et promesse, ce qui interdit et ce qu'on autorise. Deuxième mission, permettre la rencontre avec la résistance des choses, en mettant en jeu toute une série d'activités où l'enfant va découvrir que le monde n'est pas à son service, mais qu'il doit construire une relation sereine avec lui. Troisième mission, permettre à l'enfant et à l'adolescent d'accéder à la réflexivité, c'est-à-dire de sortir du pulsionnel absolu. Quatrième mission, découvrir que dans un collectif, l'autorité légitime, c'est la prise de responsabilité. Et cinquième mission, qui, d'une certaine manière, synthétise les quatre premières, être attentif à ce que chaque enfant puisse à la fois être lui-même et s'inscrire dans un collectif. Les personnes ne font jamais, strictement jamais, ce qu'on leur a dit de faire. Elles font toujours, et toujours systématiquement, ce qu'on a fait avec elles. Dit autrement, ce qui importe quand on forme des animateurs et des animatrices, quand on les accompagne au quotidien pour qu'ils mènent à bien leur mission, ce n'est pas ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on fait avec eux. Et c'est notre capacité à mettre en cohérence ce qu'on fait avec eux, avec ce qu'on attend qu'ils fassent avec les enfants, qui fait que notre accompagnement est efficace. Dit à l'inverse, un accompagnement des animateurs et des animatrices qui serait fondé sur une vision caricaturale du pouvoir, qui ignorerait les exigences du collectif, etc., ne formerait nullement ces animateurs et ces animatrices à remplir leur mission, puisque cette pratique porterait des valeurs contraires à celles que l'on veut que les animateurs et les animatrices incarnent dans leur pratique. Ça, c'est fondamental. Je vous le dis, moi j'ai mis du temps à découvrir cela. En éducation, ce qu'on dit ne compte que très peu, mais vraiment très peu. Ce qui compte, c'est les signaux qu'on envoie, c'est ce qu'on fait, c'est le témoignage, c'est l'exemplarité dont on parlait tout à l'heure. Moi, il m'arrive d'aller dans des classes où l'instituteur, l'institutrice me dit « Bon, je suis très exigeant avec les élèves, etc. » Et qu'est-ce que je vois? Je vois des affiches qui datent d'il y a 3 ans, sur l'armoire, un tas de vieilles photocopies, n'importe comment, qui datent d'il y a 5 ans. Les bouquins qui sont tout cassés dans un coin et qui n'ont pas été recouverts depuis une éternité. Et je me dis, mais non, mais il ou elle n'a rien compris. On ne peut pas être exigeant avec des élèves si on les accueille dans un lieu qui leur envoie exactement le message inverse de ce qu'on leur dit. Parce qu'en laissant au mur des affiches vieilles d'il y a 3 ans, on leur dit, mais écoutez les enfants, ça ne sert à rien de rendre votre travail à l'heure. Vous pouvez le rendre dans 3 ans. En laissant les bouquins traîner n'importe comment dans un coin, on leur dit, mais écoutez, c'est pas la peine de soigner vos devoirs. Vous pouvez en faire n'importe quoi. Puisque vous voyez moi-même ce que je fais des livres sur lesquels nous travaillons. Les signaux, quand on voit le contexte, quand on voit le comportement, quand on voit la situation qui accueille, sont bien plus importants que ce qui sera dit, même dit de façon insistante et officielle. Les discours officiels, on les supporte, mais ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est ce que les gens vont faire avec vous, c'est la manière dont ils vont vous accueillir et dont ils vont témoigner à travers leur comportement et le moindre geste des valeurs qu'ils veulent que vous mettiez à l'œuvre dans votre travail. C'est la raison pour laquelle accompagner pour moi les animateurs et les animatrices, si je veux identifier quelques repères pour y parvenir,
je vais être obligé de reprendre les 5 missions que j'ai évoquées tout à l'heure et les décliner en quelque sorte en matière d'accompagnement. Première mission, vous vous en souvenez, c'était l'articulation entre la frustration et la promesse. Eh bien, quand on accompagne des animateurs, il est important, essentiel, de toujours souligner la nécessaire complémentarité entre les interdits et les perspectives. Alors, ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître de l'ordre de l'évidence, mais quand on parle de comportement inapproprié, il faut évidemment dire pourquoi et en quoi ces comportements ne permettent pas la réalisation de ce que l'accueil collectif de mineurs est censé permettre, c'est-à-dire un travail collectif d'émancipation solidaire. J'ai vu et je vois encore trop souvent des rappels à l'ordre sur le fait que telle personne ne fait pas respecter les interdits. C'est intéressant de le dire, de l'expliquer, de souligner l'importance de faire respecter un certain nombre d'interdits, mais c'est tout aussi important de dire, d'expliquer et de souligner dans l'accompagnement des animateurs et des animatrices qu'un interdit en lui-même ne sert que s'il ouvre des perspectives. Premier repère pour cet accompagnement des animateurs et des animatrices. Deuxième repère. Vous vous souvenez de la deuxième mission. Vous vous souvenez que la deuxième mission, c'était permettre à l'enfant d'éprouver l'articulation entre sa volonté et la résistance des êtres et des choses. Et bien pour l'animateur, ça va être, dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, l'articulation permanente et la distinction obstinée entre la normalisation et la normativité. J'emprunte cette distinction à un philosophe, un chercheur, Georges Canguilhem, un épistémologue, un scientifique d'ailleurs aussi, qui explique que la normalisation c'est le cancer. C'est toutes les cellules qui se ressemblent. Je ne veux voir qu'une tête, c'est la normalisation. Mais Canguilhem explique très bien qu'en biologie, si la normalisation du cancer, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de normes. Ça veut dire qu'il faut distinguer la normalisation, qui est une manière de gommer les singularités et de faire obéir tout le monde d'une façon automatique. Il faut distinguer cela avec la normativité. La normativité, ce sont les normes dont le collectif a besoin pour vivre, travailler, progresser et atteindre ses objectifs. La normativité, dit Canguilhem en matière biologique, c'est ce qui permet aux cellules de cohabiter durablement ensemble et de créer du vivant. La normalisation, c'est la mort, c'est le cancer. La normativité, c'est la vie, c'est le vivant. C'est ce qui permet de vivre et de vivre le mieux possible ensemble. Et ça, c'est, me semble-t-il, un enjeu très très important pour les animateurs et animatrices. On sait bien que des personnes un peu fragiles vont se précipiter sur l'idée qu'il faut de la normalisation et vont engager une espèce de normalisation au détriment de la découverte et de la construction de la normativité. Mais on sait aussi que des personnes qui vivent dans une espèce d'illusion de la spontanéité vont s'imaginer qu'il ne faut aucune norme et que spontanément les collectifs vont se structurer et durer. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas, mais il faut travailler en permanence à distinguer normalisation et normativité, ce en quoi la normalisation tue et la normativité permet de vivre et de continuer à vivre et à construire. Troisième repère, toujours permettre aux animateurs et aux animatrices d'articuler, décidément ce mot d'articulation, je l'aurais beaucoup utilisé, d'articuler l'analyse des situations et la prise de décision. Ça, c'est quelque chose de compliqué, d'un peu difficile, parce qu'on sait que ça se forme et ça se forme dans la durée. L'éducation, la pédagogie, ça n'est pas une science. Ça n'est pas non plus l'empirisme complet, on fait n'importe quoi en fonction de l'intuition du moment. C'est, pour reprendre une belle expression de Michel de Certeau, un art de faire. L'art de faire,
c'est prendre la décision au bon moment. Prendre la décision au bon moment, la bonne décision au bon moment. Sans dire qu'à ce moment-là, attendez, il faut se calmer. Ou attendez, on redonne une consigne, il faut au contraire se remobiliser. Prendre la bonne décision au bon moment. Prendre la bonne décision par rapport au gamin ou à la gamine qui est vu dans les brancards. Prendre la bonne décision par rapport à celui ou à celle qui, au contraire, ne veut pas s'engager, s'impliquer dans le fonctionnement du monde. Prendre les bonnes décisions. La pédagogie, c'est l'art de la bonne décision, et on sait que ces décisions, elles sont liées au vécu du moment. Un animateur, une animatrice, comme un professeur, comme n'importe quel éducateur, vit dans les groupes, et ce qu'il vit à l'instant T ne s'est jamais passé avant et ne se passera jamais plus. Ce groupe-là, tel jour à telle heure, vit une situation qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura plus jamais lieu. Alors peut-être elle ressemble à des situations anciennes ou à des situations futures, mais telle qu'elle, elle n'a jamais eu lieu. Et il va falloir qu'à ce moment-là, je prenne la bonne décision. Et donc accompagner les animateurs et les animatrices, c'est les aider à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une décision prise au bon moment, en fonction d'une analyse de situation qui va se faire forcément très rapidement. Il va falloir prendre des indices, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ah, voilà la décision qui s'impose. As-tu pris la bonne décision? Pouvais-tu prendre une autre décision? Pouvais-tu imaginer agir autrement? As-tu pris les bonnes informations dans la situation? Tu avais vu, tu avais observé, tu avais repéré ce qui se passait? Revenons-y, s'il te plaît, et regardons ensemble si la décision que tu as prise était appropriée à la situation que tu vivais. Ce travail sur la décision est très important, et on s'aperçoit qu'il n'est pas spontané. Il n'est pas spontané. Parce que dans la plupart des cas, les gens, quand vous les rencontrez parce que quelque chose a dysfonctionné, vous disent « je ne pouvais pas faire autrement ». Je ne pouvais pas faire autrement. Ben si, on peut toujours faire autrement. Réfléchir à quelle était la situation, est-ce que j'ai pris les informations, est-ce que j'ai analysé les choses, et est-ce que d'autres décisions étaient possibles. Ce travail, c'est le travail de construction de la professionnalité. Ce travail, c'est le travail qui permet progressivement d'être quelqu'un dont le jugement pédagogique est pertinent. Avoir un jugement pédagogique pertinent, c'est repérer un certain nombre de choses. Allez, un exemple de ce qu'on doit repérer. C'est la manière dont un collectif d'enfants, un groupe, va osciller entre la spécialisation et la formation. Ah ben oui. Voilà un groupe de 5 gamins qui doivent construire une cabane. Ah ben, spontanément, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui est un peu plus hardi que les autres va monter sur l'arbre. Celui qui a déjà, avec son grand-père, appris à scier, à mettre des clous, va le faire. Celui ou celle qui sait manipuler la ficelle va apporter de la ficelle et puis permettre de ficeler tel bout avec tel autre. Et puis, il y en a un ou une qui n'est pas très hardi, qui ne sait pas monter sur l'arbre, qui n'a pas envie, qui a peur, qui n'a pas un grand-père qui lui a expliqué comment on plante les clous ou comment on met des chevilles, qui ne sait pas trop quoi faire, alors il ou elle se met de côté. Il ne participe pas à l'activité collective. Et non seulement il n'y participe pas, mais il va trouver une certaine forme de fierté à ne pas y participer, parce que si il ou elle participait à la construction de la cabane, elle risquerait de s'écrouler, puisqu'il ou elle n'est pas compétent. Et tout animateur est face à ce problème-là. Est-ce que je spécialise les êtres, les personnes que j'ai en face de moi, dans des fonctions qui sont adaptées à leurs compétences préexistantes, ou est-ce que je dis à la petite fille qui ne sait rien faire, mais tu sais, tu devrais essayer toi aussi de monter sur l'arbre. Et puis toi, Paul, tu devrais aider Myriam
la prendre un petit peu par la main et l'aider à monter sur la cabane. Toute activité collective oscille toujours entre le primat de la production et le primat de la formation. Si on est sur le primat de la production, on est pour faire la plus belle cabane possible. Et pour faire la plus belle cabane possible, il faut que ceux qui ne sont pas compétents ne fassent rien. Voilà. Et que la cabane soit faite par ceux qui savent déjà, avant de venir, faire une cabane. Bon. Ça, c'est la priorité à la production. Si on veut former un petit peu les personnes et leur permettre de se dépasser, il faut être attentif à la trajectoire de chacun. Il faut dire, mais toi, tu ne sais pas faire ça, mais peut-être tu vas essayer. Mais alors attention, si on fait essayer quelqu'un qui n'est pas d'abord compétent, il y a une chance que la cabane soit moins belle. Ben oui. Et l'animateur, l'animatrice va toujours devoir regarder où est-ce qu'il met le curseur. On va faire une cabane très chouette, formidable, parfaite, mais il y a 4 personnes qui vont le faire et les autres vont regarder. Ou on va faire une cabane moins bien, on ne pourra pas y monter dedans, mais tout le monde aura participé. Ah oui, mais si on ne peut pas y monter. Ah ouais. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de voie médiane. Il y a la lucidité pour prendre les décisions au bon moment et introduire la priorité à la production quand c'est nécessaire, mais ne pas oublier la priorité à la formation. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour ne pas, à travers mon métier d'animateur ou d'animatrice, creuser les inégalités. Parce que je peux creuser les inégalités. Il suffit de dire ceux qui veulent et ceux qui savent le font. Les autres regardent. Voilà. Ou je peux ne jamais faire réussir mon équipe en disant je fais travailler ceux qui ne savent pas faire. Ben oui, mais on ne réussit jamais à rien faire. Et donc là, vous voyez bien à quel point le jugement, la lucidité, la prise de décision sont importants. C'était le 3e point sur lequel, à mon avis, il faut en permanence insister quand on accompagne des animateurs et des animatrices. 4e point, toujours leur présenter la nécessaire complémentarité entre leur liberté pédagogique et, leur inscription dans un collectif. C'est pareil pour les enfants, on en a parlé tout à l'heure. Grandir, c'est être soi dans un collectif. Eh bien, l'animateur, il a toujours besoin de savoir qu'on lui fait confiance, c'est-à-dire qu'on va l'aider à prendre les bonnes décisions au bon moment, mais qu'un ACM, du périscolaire ou quoi que ce soit, ça n'est pas la juxtaposition d'individus libres. La juxtaposition d'individus libres ne fait pas un collectif responsable. D'où la nécessité toujours, et c'est pas facile, avec les animateurs et les animatrices, de leur dire oui, tu as besoin de former ta liberté pédagogique, tu as besoin d'être capable de prendre les bonnes décisions, de faire les bonnes propositions, de suggérer les bonnes activités, mais tu ne peux pas le faire seul. Parce que tu n'es pas un travailleur indépendant. Tu participes d'une institution, et cette institution, elle a besoin de collectifs au sein duquel les gens vont s'enrichir mutuellement, mais aussi agir en solidarité les uns par rapport aux autres, et tu ne peux pas te mettre en porte-à-faux systématiquement par rapport à cette solidarité. Donc toujours insister là-dessus, et quand il y a problème, quand il y a dysfonctionnement, quand il y a comportement inapproprié, inadapté, comme vous avez dit ce matin, eh bien, leur montrer en quoi il est toujours nécessaire d'être soi-même et d'être capable de s'inscrire dans un collectif. Et puis, 5e repère, pour moi, et qui ne vaut pas que pour les animateurs et les animatrices, bien sûr, toujours avoir un comportement d'accompagnement qui associe la reconnaissance,
dans les deux sens du mot. Je reconnais et je te suis reconnaissant. Je reconnais et je te suis reconnaissant. Les deux sont importants. Je te reconnais pour ce que tu es et je te suis reconnaissant pour ce que tu fais. Je te reconnais, je te suis reconnaissant. Et en même temps, je suis exigeant. Parce que l'empathie, la bienveillance, qui était au centre du nuage de mots tout à l'heure, n'ont de sens que corrélés à l'exigence. La bienveillance sans exigence, c'est rien. C'est une espèce de truc, vous savez, qui relève du développement personnel. Là, vous avez ça dans tous les rayons des libraires. Là. Vous avez le développement personnel, j'élève mes enfants avec des accords Toltec. Je maigris donc je suis, je grandis avec la tisane. Enfin, vous en avez des tas. Cette espèce de littérature de soupe, complètement indigeste d'ailleurs, mais qui fait fureur aujourd'hui, qui donne le sentiment que la bienveillance fait tout. Ben non, la bienveillance fait pas tout. La bienveillance sans exigence, c'est pas de la bienveillance. C'est de la démagogie. Et donc, j'attends de l'animateur et de l'animatrice qu'il soit bienveillant, mais qu'il soit aussi exigeant. Parce que, contrairement au mot d'ordre du développement personnel, ce qui doit se passer dans les ACéens, ce n'est pas du développement personnel, c'est du dépassement collectif. Attendez, c'est pas pareil. Le développement personnel, c'est moi qui suis bien, qui suis heureux, je bois ma tisane, je fais mon yoga, ça y est, je me développe. Hein, je me nourris bien, je dors bien. Développement personnel. Ça, c'est, à la limite, c'est respectable. C'est pas un projet éducatif, le développement personnel. C'est pas un projet éducatif. C'est un projet individualiste, c'est un projet de bien-être individuel. Non, pas très bien. Le projet éducatif dans lequel vous embarquez un animateur, une animatrice, des animateurs, des animatrices, c'est pas un projet du développement personnel des enfants. C'est un projet du dépassement collectif de ceux qui les accompagnent et de celles qui les accompagnent. Dépassement plutôt que développement. Le dépassement, c'est pas rien. Hein. Le dépassement, c'est le fait de devenir capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Ben oui. C'est ça l'évaluation d'un ACéen. Hein. À la sortie, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant que je n'étais pas capable de faire quand je suis arrivé. C'est ça la véritable évaluation d'un ACéen. C'est ça. Il n'y a pas d'autre évaluation éducative. Alors il y a des évaluations sanitaires, est-ce qu'il a bien mangé, etc. Bon. Il y a des évaluations institutionnelles, tout ce que vous voulez, mais l'évaluation pédagogique, il n'y en a qu'une. C'est qu'est-ce que tu as découvert que tu ne connaissais pas, qu'est-ce que tu es capable de faire que tu ne savais pas faire avant. Et en quoi tu t'es dépassé. Dépassement, mais pas dépassement solitaire, dépassement collectif. Collectif parce que je me suis dépassé en prenant des responsabilités dans le cadre d'un groupe, parce que je me suis dépassé en exerçant, en travaillant sur des matériaux, en découvrant un certain nombre de résistances de ces matériaux et étant capable de comprendre, intelligere comprendre. Eh bien, nous, quand nous travaillons avec les animateurs et les animatrices, je pense que nous devons avoir le même souci d'articulation. Oui, je te reconnais. Oui, je suis bienveillant avec toi, mais la bienveillance n'a pas de sens si elle n'est pas corrélée à l'exigence. Si elle n'est pas corrélée à cette exigence de dépassement collectif qui est au cœur de tout projet éducatif. Alors, vous voyez, je vous avais donné 5 missions, parmi d'autres, hein, c'est une manière de voir les choses, vous pouvez en préférer des tas d'autres, pour l'animateur et l'animatrice. Et au fond, l'accompagnement de ces animateurs et animatrices peut se décliner selon ces 5 thématiques. Hein, selon ces 5 thématiques. Alors, je vous l'ai redit, et je vous redis à quel point, à mon avis, vous avez intérêt au moins à les avoir un tout petit peu en tête dans les ateliers de cet après-midi.
toujours souligner la complémentarité entre les interdits et les perspectives, toujours aider à distinguer la normalisation et la normativité, toujours permettre d'articuler l'analyse des situations et la prise de décision, toujours présenter la complémentarité entre la liberté pédagogique individuelle et l'inscription dans un collectif, toujours avoir un comportement qui associe la bienveillance et l'exigence, la reconnaissance et l'interrogation sur les manières d'accéder à une professionnalité plus construite, plus aboutie. Et au fond, l'accompagnement des animateurs et des animatrices doit obéir au même principe que le principe fondamental que l'on demande à ces animateurs et ces animatrices de mettre en œuvre. Quel est ce principe? C'est toujours articuler les finalités et les modalités. Parce que, mes amis, vous savez comme moi que les institutions ne sont pas très bonnes là-dessus. Les finalités, on sait les énoncer. Moi, je peux vous faire assez facilement un projet éducatif, de territoire ou pas de territoire. Je peux vous l'écrire à partir d'une évaluation des besoins menée en coopération avec l'ensemble des partenaires. Nous décidons aujourd'hui de prendre en charge de façon efficace l'autonomisation des personnes dans le cadre de la mise en place d'activités collectives émancipatrices, etc., etc. Tout cela sera régulé par des évaluations permanentes qui permettront à l'ensemble des acteurs de s'impliquer de manière efficace dans les dispositifs communs et de co-construire au fur et à mesure du développement l'ensemble de leurs perspectives pour ajuster leurs projets à la fois aux situations et aux exigences de la société, etc. Moi, je peux vous en faire, mais vous savez faire aussi bien que moi. On sait faire. Parce que ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Le problème en éducation, c'est pas d'énoncer des trucs. L'épanouissement des enfants, qui est contre? Vous êtes contre l'épanouissement des enfants? Non, personne. C'est pas d'énoncer des trucs. L'autonomie, tout le monde dit qu'on est pour l'autonomie. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans le concret. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez à œuvre? Le problème, c'est notre capacité individuelle et collective à aller des finalités aux modalités, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qu'on fait, et à observer ce qu'on fait au regard de nos finalités pour nous dire si ce que l'on fait correspond bien aux finalités. L'exigence individuelle et collective, c'est ça. Mais les institutions n'aiment pas bien. Vous savez, les institutions sont même assez perverses. Souvent, quand il y a quelqu'un qui est un peu poil à gratter, qui dit « Ah, mais attendez là, vous parlez de l'autonomie des gamins, mais à 15 ans, ils peuvent toujours demander l'autorisation d'aller aux toilettes. » Enfin, à l'école, en tout cas, pas chez nous, à l'école. Alors, il y a des gens qui sont un peu poil à gratter comme ça. Alors, ceux-là, en général, on leur dit « Écoutez, vous êtes spécialiste des finalités, c'est très bien, on va vous envoyer dans des colloques. On va vous faire rédiger des textes, on va vous donner des postes de direction ou de formation. Comme ça, vous n'allez pas nous embêter dans le concret du quotidien. Et on va juxtaposer tranquillement des finalités générales et généreuses avec des pratiques médiocres, reproduites à l'identique et sans interrogation sur les valeurs dont elles sont porteuses. Ça, on sait faire. Il y a une chose que les institutions ont du mal à supporter, c'est les gens comme Socrate. Qu'est-ce qu'il faisait Socrate à Athènes? Il disait aux Athéniens, vous voulez être démocratique, vous êtes sûr que vous l'êtes là? Allez, chiche, soyons-le. Ils n'ont pas supporté. Il a bu la ciguë. Ben oui, parce que les institutions ne mettent pas spontanément de la cohérence. Elles pratiquent souvent de la trait d'union, errance, E2R1CE. La cohérence est un combat. La cohérence est un combat. Et un combat qui n'est jamais fini. Parce que la cohérence n'est jamais instituée définitivement. Je ne peux jamais dire, ça y est, nous sommes cohérents.
Nos finalités s'incarnent dans nos pratiques. Nos pratiques restituent nos finalités. On ne peut jamais le dire. Ce qu'il faut dire, c'est nous travaillons à ce que nos finalités et nos pratiques soient cohérentes. Nous travaillons à ce que nos finalités inspirent nos pratiques et à ce que nos pratiques reflètent nos finalités. Nous devons, ce que j'appelle dans mes travaux, parcourir sans cesse la chaîne dans les deux sens. Oui, on voudrait faire ça. Allez, on a écrit dans notre projet émancipation et solidarité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement émancipation et solidarité? Pour le périscolaire de l'école machin de 4h30 à 18h30, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait réellement dans ces pratiques quelque chose qui soit formateur à l'émancipation et à la solidarité? Et cette interrogation-là, croyez-moi, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce qu'on fonctionne. Et que fonctionner, c'est facile et souvent reposant. Et donc, pour ne pas simplement être dans le fonctionnement, il faut être dans l'interrogation, dans le questionnement, dans cette quête d'une cohérence qui est toujours à gagner. Elle est toujours à gagner. Hein. Moi, en tant que prof, j'ai pas mal d'années de vol derrière moi, j'ai 75 ans, j'ai fait 50 ans dans l'éducation nationale presque, mais quand je me retrouve devant un groupe de jeunes en soutien scolaire, ce que je fais une fois par semaine, je ne suis pas sûr d'être complètement cohérent entre mes finalités et mes modalités. C'est un travail que je dois remettre en chantier en permanence. C'est quelque chose qui doit m'animer en permanence. C'est une réflexion qui doit m'animer en permanence. Et c'est ça qui doit être au cœur de votre travail d'accompagnement des animateurs et des animatrices. Quelles sont nos finalités? Quelles sont vos finalités? Il faut pouvoir les identifier. Émancipation, oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est l'émancipation, mon petit là? Parce que l'émancipation, on peut parler, hein, mais c'est quoi concrètement? Parce que l'émancipation, c'est ce que c'est pour l'immense majorité des gens. C'est la possibilité donnée à quelques dominés de devenir des dominants. C'est pas ça que nous on cherche comme émancipation dans les ACM que l'on fait. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'on émancipe les gamins? Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? C'est-à-dire qu'on leur donne la possibilité de découvrir des choses qu'ils n'ont pas découvertes dans leur famille. Déjà, ouais, ça c'est un peu d'émancipation, je suis d'accord. On leur donne la possibilité de tenter de faire des choses à quoi ils ne sont pas déjà habitués. Oui, d'accord, c'est bien. Ça c'est un peu d'émancipation. Il faut creuser quand même. Il ne faut pas se contenter de mots. Il ne faut pas se payer de formules. Il faut se demander concrètement ce que cela veut dire. Et la solidarité, ça veut dire quoi? Moi, je suis d'accord pour dire qu'émancipation et solidarité sont les deux mots-clés des ACM. Oui, concrètement, ça veut dire quoi? L'ACM, on met en œuvre la découverte des richesses de la solidarité. Oui, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde chacun en fonction de ses besoins et en fonction de ses ressources, et qu'on croise en permanence les besoins et les ressources. C'est ce qu'on fait. Ah, attends, mais tu le fais quand, ça? Concrètement, tu le fais comment? Et donc ce travail, qui est à la fois une réflexion et une action, une réflexion active, qui consiste à articuler ce que l'on veut officiellement et ce que l'on fait concrètement, c'est à mon avis autour de ça que l'on peut efficacement accompagner les formateurs, les animateurs et les animatrices.